Est-ce que tout le monde voit bien le support? Si jamais On le vous ne voit le pas. voyez pas, ah, vous ne le voyez pas. Bon, bah, Non. comme ça, c'est parfait. Alors, je recommence. Ah, c'est bon. C'est bon? Enfin, le temps que ça charge, mais c'est bon. On voit que c'est parti. Ouais, nickel. Génial. Si jamais quelqu'un ne le voit pas, qu'il n'hésite pas à le dire tout de suite. Voilà, allez, c'est parti. Alors, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup de nous avoir rejoints pour ce webinaire. Donc, aujourd'hui, on va parler outils de communication et stratégie de communication pour vous aider à vous faire connaître et à faire connaître votre structure. Donc, comme le disait Chloé, on a une série de plusieurs webinaires. On pourra en reparler à la fin. Moi, je vais commencer par vous montrer un petit peu le programme du webinaire. Donc, on va commencer par voir dans un premier temps la stratégie de communication. Ensuite, je vous parlerai des outils de communication à proprement parler. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge aujourd'hui. Et enfin, on finira par voir ensemble si vous avez des questions sur tout ça. Donc, on est ensemble jusqu'à 15 heures. Alors, on va commencer par la stratégie de communication. Donc, déjà, la stratégie de communication, c'est quoi? Avant de se lancer, en fait, dans la création à proprement parler et dans la communication, il faut d'abord poser ce qu'on appelle la stratégie de communication. Donc, ça concerne les objectifs. Quels sont vos objectifs? Vos clients, qui sont-ils, quel âge ils ont, c'est quoi leur consommation et leurs habitudes. Mais aussi, dans la stratégie de communication, on parle de contraintes de budget et de temps, parce que la communication, ça demande les deux. Et enfin, on s'interroge aussi sur quel type de communication on veut mettre en place et par le biais de quels outils, qu'est-ce qui nous correspond. Donc ça, voilà, c'est une définition un petit peu raccourcie et générale de la stratégie de communication. Ensuite, une fois qu'on a balisé un petit peu tout ça, il y a un réel intérêt à mettre en place une vraie organisation pour pas se laisser dépasser et pour être efficace dans sa communication. Donc une fois la première phase bien dégrossie, on passe du temps à s'organiser pour qu'ensuite ce soit plus facile. Un conseil que je vous donne tout de suite, c'est d'être plutôt pessimiste sur le temps à y passer. C'est-à-dire, si vous comptez y passer 2 jours, toujours rajouter un jour ou deux de plus, toujours doubler, parce qu'en fait, il y a souvent des imprévus qui prennent beaucoup de temps et malheureusement, on n'a pas toujours les clés pour pouvoir les résoudre par manque de temps. Donc, il ne faut pas hésiter à ajouter du temps pour penser à tout ça et ne pas hésiter non plus à s'entourer. Demander des conseils à des collègues, à sa famille et le mieux, si on le peut, demander des conseils à un prestataire qui est spécialisé dans la communication. Donc, c'est bien sûr pas obligatoire. On peut faire sa communication soi-même, mais c'est pas négligeable de au moins faire appel à un prestataire, ne serait-ce que pour du conseil. Ça vous permettra d'avoir un cadrage. Vous n'êtes pas obligé de faire appel à lui pour développer votre communication, mais au moins pour avoir certaines clés. Et souvent, le budget investi dans un prestataire, en fait, c'est bénéfique pour la suite parce que vous partez avec une base qui est bien cadrée, vous savez comment travailler et ensuite, vous pouvez continuer à avancer dans votre communication par vos propres moyens. Je fais un petit aparté là-dessus pour celles et ceux qui n'ont pas encore lancé leur activité à l'heure actuelle, qui ne sont pas encore installés. La communication, c'est vraiment indispensable de la penser dès la phase de votre lancement. C'est-à-dire que bah, on sait que vous avez plein de choses à gérer, parce que vous êtes en train de vous installer, vous avez vraiment 1000 choses à faire. Mais si vous ne le pensez pas en amont, en fait, après, malheureusement, on n'a plus assez de temps pour penser à sa communication et souvent, c'est un peu bâclé, donc c'est dommage. Donc, si vous le pensez dès votre étude de marché, vous serez plus soulagé après et en plus, votre communication, elle sera adaptée à vos débouchés et à vos cibles, en fait, parce qu'elle sera pensée vraiment en amont. Voilà pour cette petite introduction. Alors ensuite, il y a plusieurs étapes pour sa stratégie de communication. La première, c'est vraiment analyser la concurrence et voir comment on peut se différencier. Donc, si vous devez vous poser là-dessus, c'est vraiment qui sont vos concurrents directs autour de vous, comment eux ils communiquent et comment faire pour que les clients ils aillent chez vous et pas chez le voisin. Sachez que les clients sont des êtres sensibles qui peuvent être vraiment fidèles s'ils se sentent en confiance. Et se sentir en confiance dans la communication, ça passe vraiment par un angle émotionnel.
C'est-à-dire que plus vous allez vous vendre et raconter qui vous êtes en détail, quelles sont vos histoires, quelles sont vos valeurs, qu'est-ce que vous voulez renvoyer comme image, comment vous allez vous présenter à vos clients et aussi quelle proximité vous êtes prêt à leur donner, plus vous allez être clair là-dessus et plus votre communication elle va être efficace en fait. Alors évidemment, on ne vous demande pas de raconter toute votre vie, c'est pas le but, mais être proche de votre clientèle et donner quand même quelques petites infos personnelles sur votre parcours et sur ce qui vous anime dans la vie, en fait, ça crée un lien pérenne avec vos clients. On entend souvent des clients, par exemple, sur le marché, ils disent bah, mon maraîcher, ma crémière, mon boulanger. Les gens, ils sont très, très attachés en fait à leur producteur une fois qu'ils ont trouvé un producteur et un produit qui leur convient. Pourquoi ils iraient ailleurs en fait? Donc ça, c'est vraiment hyper important. Et pour parler de tout ça, pour parler de vous, pour vous présenter, ce qui est important ensuite, c'est de savoir quel ton vous allez mettre en place, avec quel ton vous allez communiquer à vos cibles. Est-ce que c'est un ton convivial? Est-ce que c'est un ton sérieux? Est-ce que c'est un ton décalé? En fait, le ton, selon moi, c'est vraiment ce qui vous reflète vous. C'est un petit peu votre caractère. Si vous êtes un peu rigolo, un peu sympa, bah, faut pas hésiter à aller dans un ton un petit peu comme ça. Et ça, c'est important de le savoir aussi dès le début, dès l'amorce de votre communication. Voilà pour ça. Alors, ensuite, moi, ce que je voulais vous dire, c'est que, en fait, la communication, c'est tellement vaste, il y a tellement de choses à faire et à mettre en place, que pour pas se laisser déborder, et si on ne sait pas trop par où commencer au début, et ben en fait, c'est tout bête, il faut regarder ce qui se fait ailleurs. Il faut regarder ce qui se fait chez les conquérants, mais aussi ailleurs. Vous n'êtes pas obligé de regarder ce qui se fait juste à côté de chez vous. Et en fait, ça vous permet de faire un tour d'horizon. Ça demande un petit peu de temps, mais c'est vraiment nécessaire. Et ça vous permettra d'identifier pardon, ce qui vous parle à vous. Dans quoi vous vous projetez comme communication, qu'est-ce qui vous interpelle, mais aussi ça vous permettra d'identifier ce que vous n'aimez pas. Parce que savoir ce qu'on veut, c'est bien, mais savoir ce qu'on n'aime pas, c'est encore mieux en fait, parce que vous saurez directement dans quelle direction de communication aller. Donc moi, là, je vais vous parler de trois exemples, de trois marques que vous connaissez peut-être, qui utilisent justement un ton qui est un petit peu décalé, qui est humoristique et qui est convivial. Alors, pourquoi je veux faire un focus sur ça? Parce qu'en fait, je trouve que le ton sympathique et convivial, ça donne plus envie de découvrir une ferme, une structure, qu'un ton sérieux et un petit peu froid. Donc, comment on fait pour parler avec un ton humoristique? Bah, en fait, comme avec tous les autres, il faut penser aux mots-clés et puis mettre en avant ses valeurs. Donc, le premier exemple que je voulais vous montrer, c'est lait de vache, que vous connaissez sans doute. Alors en fait, dès le nom de la marque, on a un jeu de mots et un petit décalage parce qu'en fait, lait de vache, ça fait aussi penser au lait, le lait de la vache. Donc déjà dans l'univers, dans le champ lexical, on sait déjà un petit peu vers quoi on va. Et ensuite, ce qui fonctionne bien avec les deux vaches, c'est le ton humoristique qui leur permet de faire passer en douceur une idée engagée. Nous, les deux vaches, on n'est pas des moutons, c'est-à-dire que nous, on fait différemment, en fait. Notre manière de faire, elle n'est pas comme tout le monde. On a une vraie image décalée par rapport aux autres. Donc ça, voilà, c'est un premier exemple. Ensuite, je voulais vous parler de la marque Innocent. Donc là, c'est pareil, Innocent, ils sont un petit peu sur le même pied, c'est-à-dire qu'ils sont, en fait, ils sont rigolos, ils se prennent pas au sérieux et en même temps, ils ont un côté très sérieux et leur communication, elle reste très professionnelle malgré ce côté humoristique et décalé. Donc là, par exemple, je vous ai fait une petite capture écran de ce qu'on peut retrouver sur leur site qui invite à les suivre sur les réseaux sociaux. On écrit beaucoup de bêtises sur les réseaux sociaux qui parfois ne concernent même pas nos produits. Suivez-nous pour voir ça, vous aurez 32,7% de chances de ne pas le regretter. Mais on sait aussi être très sérieux. Donc là, c'est sympa en fait. Il s'adresse à nous vraiment d'une manière super conviviale et grâce à ce ton décalé qui est complètement assumé, on a envie d'en savoir plus parce que ça les rend sympathiques. Et troisième exemple, pardon, donc les fruits détendus, avec un jeu de mots sur le fruit défendu. Donc eux, ce sont des personnes qui font du granola bio fabriqué en France. Alors le ton est un petit peu moins décalé et un petit peu moins humoristique, mais je vous l'ai mis aussi en exemple parce que voilà, ça peut prouver un peu les différents degrés sur lesquels on peut jouer dans ce ton un peu sympa et fun.
Et en fait, encore une fois, ça leur permet de faire passer leur message sans que ce soit trop revendicatif et sérieux. C'est-à-dire, bah voilà, on fait du granola bio, mais surtout du granola sans sucre et sans gluten. Pour nous, c'est ça les bienfaits du bienfait. Donc voilà, en fait, en quelques phrases et en deux mots, ils ont tout dit et ils s'adressent à nous de manière très conviviale. Voilà pour ces trois exemples. Donc, le ton est accessible, proche du client et ça l'incite à se sentir en confiance. Ça donnera tout de suite plus envie qu'un ton qui est un petit peu trop froid. Pourquoi je vous ai montré tous ces exemples? Parce qu'en fait, dans la communication, ce qui est important, c'est que en fait, il existe tellement de choses qu'il faut qu'on se souvienne de vous. Donc, votre activité, votre structure, elle ne doit pas laisser indifférent. Surtout si vous êtes en train de vous lancer, il faut que les gens puissent se dire, ah, ça m'intéresse ce qu'ils font, j'ai envie de savoir où ça va aller. Donc, le ton humoristique, en fait, il joue sur l'émotion des gens. Ça nous rend sympathiques. Donc, ça favorise la fidélisation et ça crée un lien avec les clients. Un autre angle de communication qui est abordé dans ces trois exemples, c'est qu'ils sont transparents sur leurs produits. Non seulement ils sont sympas, mais en plus ils nous disent, bah, vous pouvez vérifier nos produits, ils sont super purs, quoi. Enfin, vous trouverez pas de choses négatives dedans. Voilà pour ces trois exemples. Ensuite, quand on parle communication, souvent on pense tout de suite au logo. C'est normal, le logo, c'est vraiment l'identité d'une marque, c'est l'image de la marque. Je vous ai mis quelques logos très connus sur le côté. Il y en a certains, en fait, ils sont tellement connus qu'on n'a même plus besoin de donner leur nom. Par exemple, la pomme d'Apple, la virgule de Nike, le coquillage en bas de Shell. En fait, c'est tellement connu depuis longtemps et le symbole est tellement vu et revu qu'ils n'ont même plus besoin de donner leur nom. Donc, le logo, c'est hyper important pour votre communication. On n'est pas obligé d'avoir un logo, mais c'est quand même bien d'en avoir un parce que c'est vraiment votre symbole à vous. Vous allez pouvoir le mettre partout et il va pouvoir être décliné vraiment de diverses manières. Attention, une petite mise en garde sur le logo. C'est comme tout ce qu'on se dit depuis tout à l'heure sur la communication, il faut vraiment qu'il soit pensé en amont et c'est quelque chose qui est censé être pérenne. On ne change pas de logo tous les ans, il faut vraiment le définir en amont. Et là encore, si vous ne savez pas trop par où commencer, c'est bien de faire appel à un prestataire en fait, qui pourra vous dégrossir le sujet ou qui pourra aussi vous faire votre logo. Donc, c'est bien de regarder ce qui se fait ailleurs. C'est bien de se faire un petit dossier avec des logos que vous aimez bien et un autre avec des logos qui vous plaisent pas du tout. De savoir pourquoi ça vous plaît et pourquoi ça vous plaît pas. Et ça vous donnera une première base pour pouvoir créer le vôtre si vous souhaitez en créer un. Voilà pour cette petite introduction logo. Ensuite, le logo, souvent, il ne vit pas tout seul. C'est même très rare qu'un logo vive tout seul. Donc, avec votre logo, vous pouvez aussi développer vous-même ou avec un prestataire une charte graphique. C'est-à-dire que ce sera votre cahier technique qui va accompagner votre logo et qui va définir tous les outils qui sont liés à votre communication. Il va y avoir la typographie, ou on les appelle aussi la police de caractère, vos couleurs, vos photos, etc. C'est vraiment votre boîte à outils dans laquelle vous allez piocher quand vous allez faire une communication. C'est très important d'avoir ça dans votre mallette pour commencer la communication. Ça permet de la cadrer, ça permet de ne pas partir dans tous les sens et ça montre une image de vous qui est professionnelle et maîtrisée. Là encore, une charte graphique, c'est beaucoup de travail. Le mieux, c'est de faire appel à un prestataire, mais vous pouvez aussi avoir une charte graphique qui est assez simple, que vous pouvez faire vous-même. Vous vous dites, bah, moi, j'utiliserai toujours ces trois couleurs et j'utiliserai toujours ces deux polices de caractère. Et voilà, parfois, ça peut suffire. Il n'y a pas besoin d'en faire 50 pages. C'est juste pour pouvoir cadrer et que parmi la masse de communication que vos clients vont regarder, eh ben, ils verront que la vôtre, en fait, elle est fluide et elle est cohérente. Donc ça permet aussi de donner une certaine image de vous qui est plus professionnelle. Voilà pour la charte graphique. Ensuite, en deuxième étape pour votre communication, et ben, une fois qu'on a mis tout ça en place, ensuite, c'est comment on se fait connaître. Le plus important pour ça, c'est de définir en amont et de connaître ses cibles. Parce que si vous ne savez pas quelles sont vraiment vos cibles, vous ne pourrez pas savoir comment s'adresser à elles, parce qu'on ne s'adresse pas pareil à une cible, par exemple, de trentenaire, qu'à une cible de cinquantenaire, qu'à une cible de jeunes qui ont 18-20 ans.
Donc ça, c'est vraiment très important. Il y a des outils de communication qui permettent de toucher toutes ces cibles en même temps, mais si vous décidez de faire des focus, vous n'utiliserez pas les mêmes. Donc pareil, il ne faut pas hésiter là-dessus à s'entourer de prestataires de la communication ou de regarder ce qui se fait chez le voisin et aussi, si vous le sentez, de demander directement à vos clients comment ils s'informent en fait, comment ils choisissent leurs produits, qu'est-ce qui est primordial pour eux, pourquoi ils iraient plutôt chez l'un que chez l'autre. Voilà, parce que mis à part votre produit à vous qui est forcément très bon et qui est très bien fabriqué, etc., pourquoi on choisirait le vôtre plutôt que celui d'à côté qui est sensiblement un peu le même. Donc ça, c'est très important aussi de connaître votre cible. Donc là, je vous ai mis connaître l'âge moyen de votre cible, quel est son pouvoir d'achat, quelles sont ses attentes, où est-ce qu'il habite et comment il s'informe. Votre cible secondaire, il ne faut pas oublier que à part vos clients, vous avez aussi d'autres personnes qui ont besoin de vous connaître et qui peuvent faire parler de vous. Donc ça, c'est vraiment ce qui va constituer votre réseau. Il y a des personnes qui sont insoupçonnées, par exemple, je dis une bêtise, votre garagiste, il peut très bien être d'accord pour mettre une affiche de votre ferme ou de votre structure sur sa porte d'entrée ou sur son bureau d'accueil. Et ça, en fait, ça vous fait de la communication aussi. Il ne faut pas hésiter à démarcher et à laisser vos outils de communication à des partenaires, en fait, enfin à des gens qui sont autour de vous pour créer votre réseau et faire parler de vous. Voilà pour ça. Ensuite, pour ce qui est de vos produits, là, on va faire un petit focus sur vraiment votre production à vous. Encore une fois, comment se distinguer du concurrent? Ce qui est super important, c'est de savoir comment vous travaillez, comment vous produisez et d'être très transparent sur comment vous faites tout ça en fait, parce que les clients sont très sensibles à ça. Il ne faut pas hésiter à créer des fiches de produits qui vont donner en fait tous les détails. Il ne faut pas hésiter à aussi faire un petit peu d'événementiel entre guillemets, c'est-à-dire ouvrir votre structure, être présent dans des salons, proposer des dégustations et voilà, en fait, vous faire connaître et ça demande aussi d'être un petit peu présent physiquement à certains endroits. Voilà pour les produits. Ensuite, on va passer à la partie un peu plus concrète de la communication. Donc, c'est ce qu'on appelle le plan de communication. Budget, support, diffusion, temps dédié et qui fait quoi. Alors, plus ce sera cadré, encore une fois, plus ce sera facile à mettre en place et plus ce sera prévu en amont, plus vous serez serein ensuite une fois qu'il faudra vraiment se lancer dans la communication. Encore une fois, là, il y a une question aussi de comment on s'adresse à sa cible, parce qu'on ne s'adressera pas de la même manière à des 25-30 ans qu'à des 50-60 ans. Donc, par rapport au plan de communication, c'est super important de savoir de quel budget vous disposez pour pouvoir mettre en place votre communication. Si vous avez très peu de budget, ça passera uniquement par exemple, une page Facebook, et puis on va faire notre logo chez un prestataire ou on le fait soi-même. Et voilà, ça, c'est déjà de la communication. Si vous avez un petit peu plus de budget, c'est intéressant de voir un peu plus large. Et là, on passe à la partie support. On a plusieurs supports, ça peut être du numérique, ça peut être du support imprimé. Là, c'est pareil, on n'a pas besoin d'en avoir 50. Il vaut mieux en avoir moins et qu'ils soient bien maîtrisés et pérennes plutôt que d'être sur tous les canaux et d'être partout et que du coup vous vous fassiez dépasser. C'est pas le but. Ensuite, par rapport à la diffusion, comment vous diffusez vos supports une fois qu'ils sont en place? Pour ce qui est du numérique, ça va être, par exemple, vous faites combien de posts Facebook par mois, par exemple. Si vous en faites un, c'est déjà bien. Si vous en faites deux, c'est encore mieux. Faut pas en faire 10. Après, vous allez noyer votre cible. Et rappelez-vous toujours que vos clients, vous n'êtes pas les seuls qui les intéressent. Ils vont regarder plein d'autres communications. Donc, il faut pas qu'ils soient noyés non plus. Donc là, ça rejoint le point suivant, c'est-à-dire le timing. Comment je fais ça? Combien de fois par mois? Comment je m'organise? Selon les outils, ils n'ont pas besoin d'être développés de manière, comment dire, ils n'ont pas besoin d'apparaître sur vos communications de la même manière. Et enfin, qui fait quoi? Si vous avez peu d'outils de communication, vous pouvez tout faire vous-même. Si vous avez beaucoup d'outils de communication, ça va devenir compliqué pour vous de dédier un vrai temps à ça.
C'est-à-dire, si vous avez moyen de, bah voilà, encore une fois, soit faire appel à un prestataire, soit demander à vos enfants, à votre conjointe ou votre conjoint de vous filer un coup de main, ça c'est important aussi. Et le plus important, encore une fois, c'est d'être réaliste sur le temps et l'envie et l'énergie que vous allez y consacrer. Parce que tout ça, ça prend du temps. Il vaut mieux commencer vraiment petit et que vous preniez votre rythme. Et ensuite, si vous voulez développer plus de choses, eh ben, c'est tout à votre honneur. Mais il ne faut pas se laisser dépasser parce que malheureusement, c'est quand même très chronophage. Voilà pour le plan de communication. Ensuite, je vous fais un petit focus sur les supports imprimés, parce que le numérique, c'est très bien, mais les supports imprimés, c'est bien aussi. Surtout que c'est tangible, en fait. C'est des choses que vous allez pouvoir vous-même distribuer à vos clients. Donc, il y a aussi une question de contact humain, ou que vos partenaires ou votre réseau vont pouvoir distribuer pour vous. Si vous vous sentez à l'aise de faire vous-même vos outils, rien ne vous en empêche. Je ne vais pas arrêter de vous dire que faire appel à prestataire, c'est bien parce que ça vous dégage du temps et ça vous enlève un petit peu de charge de travail. Mais si vous n'avez pas envie et si vous voulez le faire vous-même, c'est tout à fait possible aussi. Il faut juste bien s'organiser et prévoir du temps pour ça. Il y a des logiciels qui existent que vous connaissez peut-être, qui s'appellent InDesign, Photoshop, Illustrator. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la suite Adobe. Mais par contre, c'est payant et c'est quand même relativement cher. Heureusement, il y a des gens très bien sur cette planète qui ont récupéré un peu les mêmes outils que ces logiciels-là et qui les ont rendus libres et gratuits. C'est un petit coup de main à prendre. Il y a plein de tutoriels sur Internet qui vous expliquent comment utiliser ces outils et c'est super et ça suffit pour commencer. Vous connaissez peut-être aussi Canva, qui est un outil gratuit, qui est un outil en ligne. Vous avez une version payante, mais la version gratuite, elle vous donne déjà plein d'outils pour pouvoir commencer. C'est super, il y a des ressources d'illustration, de police de caractère, vous avez des modèles qui sont tout préparés. Enfin, ça peut vraiment être une base pour commencer à faire des outils de communication. Et je vous mets aussi dans la présentation de jeter un œil aux logiciels qui sont déjà présents dans votre ordinateur. Parce que des fois, ça sert à rien d'aller chercher ailleurs. Dans notre ordinateur, on a déjà des choses qui sont fournies avec. Et ben, en fait, c'est clé en main. On n'a pas besoin de dépenser des frais supplémentaires. Par exemple, si avec votre ordinateur, vous avez des logiciels Microsoft qui sont fournis, vous pouvez tout à fait faire vos supports de communication sur PowerPoint, par exemple, ou même Word. Vous pouvez faire certains produits, certaines communications, pardon, sur des logiciels comme ça. Voilà, le seul frein à faire tout soi-même, c'est qu'après, il y a toute la partie technique d'impression qui pourrait coincer, c'est-à-dire que si vous ne savez pas préparer un fichier pour l'imprimeur, eh ben, ça peut être compliqué. Là encore, vous pouvez faire votre communication vous-même et faire appel à un prestataire ou un imprimeur moyennant un petit budget pour qu'il puisse vous aider à préparer votre fichier d'impression. Il faut juste avoir ça en tête si vous voulez tout faire vous-même. Voilà pour les supports imprimés. Ensuite, l'étape numéro 3. Alors, une fois qu'on a fait tout ça, qu'on a notre communication qui est en place, qu'on a ciblé nos clients, comment on entretient le lien? Donc là, ça rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure. Il ne faut pas se laisser déborder et il faut vraiment cibler les outils qu'on veut. Les outils papier, donc je vous ai listé un peu les plus et les moins des différents outils de communication. Donc le papier, c'est bien parce que c'est tangible, ça reste, ça peut être distribué facilement. Par contre, ce qui est un petit peu compliqué, c'est de le mettre à jour. Si vous avez des choses qui changent, et ben voilà, il faut repasser sur un nouvel outil, il faut réimprimer, etc. Donc il faut faire attention aussi au nombre d'exemplaires qu'on imprime et à la pérennité du support. Les réseaux sociaux, c'est super, on touche plein de monde, c'est accessible, tout le monde les a, on peut aller dessus sur le portable, sur l'ordinateur, enfin voilà, c'est très rapide, c'est un peu à l'image de notre société, mais par contre, attention parce que bah, ça demande quand même du temps. Et il y a tellement de réseaux sociaux aujourd'hui qu'il faut vraiment savoir cibler parce que si vous échinez à faire 10 publications par mois et qu'elles sont vues par deux personnes, bah, ça sert à rien et puis vous êtes épuisé. Donc, il faut vraiment savoir comment vous allez communiquer et se définir un cadre. Par exemple, vous pouvez vous dire, eh ben moi, je vais être juste sur Facebook et Instagram. Ou alors, je vais être juste sur Instagram et TikTok parce que ma cible, elle est plus jeune et donc, du coup, c'est plutôt ces réseaux sociaux-là. Le site web,
Alors le site web, c'est pareil, c'est un outil qui est super parce que c'est vraiment, enfin, c'est votre fiche d'identité à vous, à votre structure. Vous allez pouvoir mettre plein de choses dessus, mais par contre, c'est un peu inutile si vous n'avez pas de temps à lui consacrer. Si c'est un site web qui est un petit peu mort et qui se passe pas grand-chose dessus, et que si c'est juste pour vous mettre un paragraphe sur vous et sur votre structure, bah, c'est un petit peu dommage. Par contre, si vous maîtrisez et que vous trouvez que c'est quelque chose qui sera utile à votre développement et à votre communication. Encore une fois, il existe plein de choses à des tarifs différents et vous pouvez tout faire vous-même. Et je vous ai mis un dernier point sur les goodies, donc les objets promotionnels que vous pouvez distribuer à vos clients. C'est un petit plus, c'est pareil. Ça permet c'est une petite récompense entre gros guillemets pour vos clients. Ça peut être un petit pins, une peluche. Enfin, ça peut prendre des formes vraiment très diverses, un t-shirt, un tablier, une casquette, et ça donne voilà, c'est un petit plus pour votre client. Par contre, j'ai mis dans les points négatifs, attention au côté gadget et attention à la fabrication de ces choses-là. Si vous faites imprimer 50 000 casquettes à l'autre bout de la planète, bon, qu'est-ce que ça dit de votre structure? Ça, encore une fois, c'est juste un petit plus et vous n'êtes pas obligé d'en faire. Mais parfois, ça peut faire la différence par rapport aux concurrents. Je regarde juste l'heure qu'il est. Ok, parfait. Ensuite, un petit focus encore sur les supports imprimés. Donc là, je vous disais, c'est bien de savoir qu'est-ce qui existe, qu'est-ce que vous connaissez comme support imprimé et quels sont les inconvénients et avantages de chacun. Ça vous permettra de choisir lesquels vous paraissent utiles à mettre en place pour vous. Donc là, je vous ai mis quelques exemples, brochures, flyers, affiches. On parlait tout à l'heure de l'affiche chez le garagiste, ça peut être quelque chose de sympa aussi. Ça peut être une affiche avec votre logo, une jolie photo. Ça donne, par exemple, ça dit au client bah, qu'il y a une visite libre disponible de la ferme tous les samedis de 10 à 11 heures, par exemple. Et puis, vous mettez vos réseaux sociaux, votre mail, vos moyens de communication. Et voilà, ça peut être diffusé un petit peu partout. Je vous ai mis aussi d'autres supports, par exemple les kakémonos, donc ces espèces de très grands supports qui vous permettent de baliser, par exemple, l'entrée de votre ferme. Ça peut être aussi votre enseigne, l'enseigne de ferme qui va être sur votre porte ou sur l'entrée de votre boutique si vous en avez une. Et voilà, j'ai remis les goodies si besoin. Si vous tapez goodies sur Internet, vous allez trouver plein de choses pour vous montrer ce qui existe. Voilà pour les supports imprimés. Pour les supports numériques, alors encore une fois, c'est ce qu'on se disait, il y en a vraiment plein. C'est très important de pouvoir les distinguer. Je vous ai pas parlé encore de la vidéo. Le support vidéo, c'est aussi intéressant. Ça demande pas beaucoup de moyens. Vous pouvez faire avec votre téléphone. Ça peut être, bah, par exemple, si vous êtes maraîcher, bah, un matin, il fait super beau, les fruits ou les légumes sont magnifiques. Vous faites une toute petite vidéo, il faut que ce soit court, et puis vous publiez ça sur votre réseau. Et puis c'est sympa, ça montre aux gens bah, votre structure, vous-même, et puis ça donne envie d'aller voir en fait. Donc là, encore une fois, j'ai mis penser à votre cible. On ne s'adresse pas de la même manière selon sa cible, selon l'âge de la cible. Pour la communication événementielle, alors ça c'est pareil, c'est quelque chose à laquelle vous aviez peut-être pas pensé en amont quand on parle communication, mais la communication événementielle, c'est de la communication aussi, et ça peut être très important selon votre structure en fait. Parce que c'est tangible, parce que vous allez ouvrir votre structure aux gens, et parce que les gens s'en souviendront en fait et qu'ils auront vu ce que vous proposez. Donc, ça peut être par exemple une dégustation, la visite de votre structure. Vous pouvez faire des ateliers de cuisine, etc. Encore une fois, tout ça, il faut que ce soit cadré, il faut que ce soit prévu en amont. Et ensuite, il faut communiquer là-dessus. Donc, je vous ai mis là, en amont, il faut élaborer un petit plan de communication. Les événements, c'est vraiment super parce que ça marque un petit peu les esprits, ça donne souvent envie de revenir. Mais pareil, ça demande quand même un gros travail en amont. Et ça, en général, on ne peut pas vraiment le faire tout seul. Il faut s'entourer de plusieurs personnes pour que ce soit bien cadré et que ce soit bien diffusé. Ça peut être des choses aussi qui peuvent être diffusées, par exemple, dans le journal local. Là, pour les communications événementielles, vous pouvez vraiment tabler sur plein de médias différents. Ça peut être la radio, ça peut être, enfin voilà, faut pas hésiter si vous faites quelque chose comme ça
à en parler le plus possible, à utiliser le plus possible de médias. Voilà pour la communication événementielle. Ensuite, je voulais faire un petit focus sur comment communiquer avec son public. Parce qu'une fois qu'on a mis tout ça en place et que c'est super et qu'on se sent à l'aise et que ça commence à prendre, etc., en fait, il faut bien... C'est un petit peu comme la charte graphique de tout à l'heure. Il faut que vous ayez en tête un petit peu la manière dont vous allez vous adresser à votre public. Comment vous présenter, par exemple? Donc, privilégier des phrases courtes. Moi, j'aime bien demander aux personnes qui se lancent dans la communication de faire l'exercice de se présenter en 3 phrases. C'est vraiment pas facile. Donc, se présenter soit en 3 phrases et présenter sa structure ou sa ferme en 3 phrases. C'est très dur, mais ça vous permettra de vraiment cadrer et de savoir, selon vous, c'est quoi la priorité? Qu'est-ce que les gens doivent savoir sur vous? Ensuite, une fois que ça c'est fait, on étoffe. On vient rajouter et on prévoit une présentation de soi ou de sa ferme ou des deux qui est plus longue, qui est plus fournie. Ça, c'est pareil, ça peut servir de support si vous avez une page Facebook. C'est hyper décevant quand on arrive sur la page Facebook d'une ferme et que dans le à propos, il y a juste l'adresse. On a envie de savoir qui est dans la ferme, qui y travaille, est-ce que c'est une ferme conventionnelle, biologique, quelle est la production, est-ce qu'elle est ouverte au public? Enfin voilà, ça c'est vraiment hyper important pour moi. C'est vraiment la base quand vous faites votre communication. C'est qu'on sache quelque part sur vos supports qui vous êtes, comment on peut vous contacter et quel est votre petit plus. C'est comme ça que vous allez pouvoir aussi définir des mots-clés et transmettre les valeurs à vos clients. Ensuite, comment expliquer son métier avec pédagogie? Bah, là encore, des phrases courtes. Il faut penser aussi à illustrer, si vous le pouvez, avec des jolies photos pour donner envie, en fait. Parce que, alors, ne pas avoir de présentation, c'est vraiment pas terrible, mais en avoir une et qu'elle soit pas illustrée, bah, c'est encore plus décevant pour les gens parce qu'ils n'arrivent pas à se projeter et ça leur donnera pas forcément envie de venir. Pareil, on peut le faire soi-même. Les téléphones, maintenant, ils sont super performants. Vous prenez 1 heure, vous faites le tour de votre ferme un jour où il fait pas trop moche, vous faites quelques photos et hop, vous pouvez ensuite avoir une petite base pour publier sur vos différents canaux. Euh, Là aussi, je voulais faire une petite parenthèse sur quand on se présente, on essaye de faire quand même attention aux tournures de phrases et aux fautes d'orthographe. C'est hyper important parce que ça renvoie vraiment une certaine image de vous. Et attention aux tournures de phrases parce que je vous parlais tout à l'heure du ton humoristique, décalé et convivial, mais vos clients, c'est pas vos copains. Ça reste vos clients. Donc c'est super d'établir une relation de confiance et une relation sympathique, mais c'est pas vos potes. Donc vous pouvez pas vous adresser à eux comme quand vous envoyez un texto à votre meilleur ami. Donc attention à la petite nuance là-dessus. Il faut rester vous-même, mais il faut aussi que tout ça, ça serve votre business en fait. C'est important de le garder en tête. Et enfin, par rapport à la communication avec le public, je voulais faire un petit focus sur le commentaire critique. Si vous vous lancez ou si vous êtes déjà lancé depuis longtemps, il n'est pas impossible que certaines personnes ne se gênent pas pour vous envoyer des commentaires négatifs directement sur votre page Facebook ou directement sur votre, vous savez, les avis Google sur Internet ou des choses comme ça. Il y a des gens qui sont mal intentionnés et qui sont pas très cool là-dessus. Ça peut arriver et il faut pas se laisser démoraliser. Mais par contre, ça reste de la communication. Donc, si ça vous arrive, il faut toujours prendre du recul avant de répondre, ne jamais répondre sur le vif. Et il faut répondre en fait. Si vous ne répondez pas ou si par exemple c'est un commentaire Facebook et que vous supprimez le commentaire négatif de la personne, eh ben c'est pas terrible parce que ça donnera une mauvaise image de vous et la personne qui a mis le commentaire négatif risque d'aller encore plus fort après sur le côté négatif. Donc évidemment, il faut jamais insulter et toujours donner du factuel. Par exemple, si c'est un commentaire négatif qui dit que votre produit il était pourri et que normalement il était censé durer jusqu'à telle date et qu'en fait il était moisi avant, et ben en fait la première chose à faire c'est s'excuser parce que voilà le client a eu une mauvaise expérience. Mais par contre dire que bah, vous avez respecté toutes les normes pour votre produit et que vous voulez ouvrir le dialogue. Donc vous pouvez lui proposer d'en discuter de vive voix, vous pouvez lui proposer de repasser à votre boutique ou à votre ferme. Vous pouvez lui faire une offre
promotionnelle, enfin j'en sais rien, mais vous pouvez vraiment, enfin le plus important c'est de dialoguer avec la personne et de surtout pas faire l'autruche ou supprimer le commentaire ou le cacher. Souvent, les gens qui obtiennent gain de cause, et ben en fait après ça se tasse et il n'est pas impossible que la personne revienne acheter vos produits. C'est pas parce qu'elle a eu une mauvaise expérience, qui n'est sans doute pas de votre faute en plus, qu'elle va vous boycotter auprès de tout le monde. Donc voilà, ça c'était un petit point que je voulais voir avec vous. Et ensuite, par rapport à l'organisation du travail et du timing en fonction de la communication. Voilà, en fait, moi, je voulais vous donner quelques repères pour l'organisation. En fait, comme on disait tout à l'heure, c'est quand même assez chronophage la communication, mais si c'est bien cadré, ce sera bien plus facile de la mettre en place. Après, enfin, c'est pas très grave en fait si vous avez un cadrage et que vous dépassez un petit peu. Enfin voilà, on a tous des imprévus dans la vie. Vos clients, ils vous en tiendront pas rigueur. Mais c'est important d'être quand même constant et il vaut mieux que vous étaliez vos communications plutôt que de faire énormément d'un coup et qu'il se passe plus rien après parce que vous avez plus le temps. Donc, dès que vous allez développer un nouvel outil, il faut qu'il soit pensé en amont et il faut que vous vous disiez directement quand est-ce que je veux qu'il sorte l'outil, comment je vais le diffuser et de qui je m'entoure pour le faire. Est-ce que je le fais moi-même ou est-ce que je fais appel à un prestataire? Si vous faites appel à des prestataires, sachez que leurs plannings sont souvent bien chargés. Il faut prévoir au moins un mois et demi ou 2 mois à l'avance. Pour la diffusion, c'est pareil. Par exemple, on parlait tout à l'heure de communication événementielle. Pour les événements, en général, c'est un mois. On communique sur l'événement un mois avant l'événement, minimum. 3 semaines si on est vraiment ric-rac, mais c'est presque un peu court. Parce que surtout si vous voulez diffuser dans la presse, à la radio, etc., il faut vraiment anticiper parce que bah, vous n'êtes pas le seul sur le coup. Pour les délais d'impression, je vous ai mis des délais classiques. En général, c'est minimum 10 jours. Pour les imprimeurs, vous en avez de plusieurs sortes. Vous avez des gros imprimeurs, des grosses plateformes numériques. Vous pouvez aussi tout à fait faire appel à l'imprimeur du coin. C'est une démarche circuit court et c'est sympa. Et puis, ça vous permet aussi d'être donnant-donnant, c'est-à-dire que l'imprimeur du coin, bah, il va peut-être accepter de communiquer sur votre ferme et sur vos produits. Et puis, vous, bah, vous avez un imprimeur qui est juste à côté et vous allez développer une relation sympa avec lui aussi. Voilà pour ça. Et je voulais vous dire aussi, important, donc au minimum, il faut se baliser une demi-journée chaque mois pour votre communication. Où vous en êtes, quels sont les prochains événements à venir, où est-ce qu'on en est dans la saison et est-ce qu'il y a des choses à mettre à jour? Que ce soit votre site internet, votre page Facebook, est-ce qu'il faut refaire des photos? Voilà, c'est intéressant aussi de fonctionner par saison. Si sur votre page Facebook, il n'y a que des photos de votre ferme en plein été, alors qu'on est au mois de décembre, bah, pareil, les clients, ils se projettent un petit peu moins. Et j'ai mis aussi, faites-vous plaisir en fait avec des communications qui sont plus instantanées. Parce que là, ça semble assez rigide, mais c'est juste que plus vous serez cadré au début, plus ensuite vous pourrez vous approprier votre communication et ça vous permettra de vous amuser aussi. Parce que le but, c'est vraiment que ce soit sympa pour vous et que ce ne soit pas une contrainte. Si c'est une contrainte, c'est qu'il faut revoir à la baisse ce que vous vous êtes imposé comme processus de communication et comme délai, comme timing. Parce que sinon, si ça vous stresse et si ça vous empêche de bien travailler le reste du temps, bah, c'est que vous avez visé trop haut et qu'il faut rebaisser un petit peu le temps de communication. Et, ou alors, vous pouvez déléguer. Si vous avez quelqu'un de confiance ou quelqu'un qui a un petit peu de temps, vous pouvez demander à ce que cette personne s'occupe, par exemple, que des posts Facebook ou mette à jour un de vos outils ou se renseigne sur d'autres outils que vous aimeriez mettre en place et qui pourra vous conseiller en disant ah bah non ça va prendre du temps, il vaut mieux que tu fasses ça. Enfin voilà. Des fois il y a des gens dans notre entourage, ils sont super contents de pouvoir aider et vous ça vous fait gagner du temps. Donc faut pas hésiter à s'entourer. Voilà pour ça. Et donc, du coup, maintenant que vous avez vu un petit peu globalement à quoi ça ressemble de mettre en place de la communication, j'espère que c'est un petit peu plus clair pour vous et que vous avez un petit peu plus de clés en main pour pouvoir vous y mettre. Et on voulait vous proposer de faire chez vous deux petits exercices ou un seul des deux si vous le souhaitez. Exercice 1,
Si vous êtes en pleine phase d'installation, que vous n'êtes pas encore installé, mais que vous aimeriez vous faire connaître en organisant un événement, du coup, l'exercice, c'est qu'est-ce que vous allez proposer comme événement et surtout à qui vous allez vous adresser. Et du coup, qu'est-ce que vous allez mettre en place comme communication? Là, c'est l'occasion aussi de se rapprocher, par exemple, de la mairie de sa commune pour savoir si elle est prête à vous aider pour diffuser de la communication. Surtout si vous faites un événement, souvent il faut des autorisations de mairie, donc ça peut être donnant-donnant. Et exercice numéro 2, si vous êtes déjà installé et que vous faites déjà de la communication, mais que vous avez envie de trouver de nouveaux clients ou que vous trouvez que votre communication, bah, elle flotte un petit peu, voilà, quels nouveaux outils vous pourriez mettre en place et comment vous pourriez les mettre en place. Donc ça, c'est deux exercices qui sont libres. On vous propose de les faire chez vous voilà, pour mettre en pratique un petit peu tout ce qu'on vient de voir et voir si justement c'est facile pour vous ou pas bah, de vous organiser et de vous lancer en fait dans la communication et dans votre stratégie de communication. Voilà. Et bah, écoutez, c'est tout pour moi. Merci beaucoup pour votre attention. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, je propose aux gens qui ont des questions de lever la main. En bas de votre écran, il y a une petite rubrique qui s'appelle Réagir. Et donc, vous pouvez mettre, voilà, donc, si vous cliquez dessus, vous pouvez sélectionner main levée. Et c'est pareil, si c'est quelque chose qui vous intéresse, on a la possibilité de vous donner, Annabelle parlait de prestataires. Nous, on a accompagné bah, du coup depuis plusieurs années des agriculteurs et agricultrices qui ont travaillé avec des prestataires. Et donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, on peut aussi vous donner des noms de potentiels prestataires avec lesquels vous pourriez travailler, sur lesquels on a eu bah, des retours de personnes qui avaient déjà travaillé avec eux et qui en étaient satisfaits. Donc voilà. Ouais, allez-y Agnès. N'oubliez pas de bien activer votre micro. Voilà, c'est ce que j'étais en train de Super. faire. Bon, merci pour cette très belle présentation, très riche Merci en à vous. informations. Moi, je voulais revenir sur il ne faut pas communiquer de la même façon sur chaque cible par rapport à l'âge et par rapport aux cibles professionnelles, socio-professionnelles, d'une Mhm. façon générale. Alors moi, je voudrais aller un petit peu plus loin sur cette thématique-là et est-ce qu'il y aurait possibilité d'avoir des trucs et astuces parce que ben moi je vois pas la subtilité Mhm. entre un trentenaire et un quinquat. Voilà, donc est-ce qu'il y a des clés? Est-ce que on peut avoir un peu plus d'infos là-dessus, s'il vous plaît? Bien sûr, très bonne question. En fait, ce que je disais, c'était que de manière générale, il y a des outils qui sont communs à tout le monde. Par exemple, les sites internet, tout le monde va dessus, quelle que soit la génération. Mais par contre, si votre cible, c'est par exemple des quinquagénaires ou des sexagénaires, et ben, en fait, là, vous allez peut-être plus pouvoir vous dire que votre communication, elle sera utile, par exemple, dans le journal local qui sera peut-être moins lu par les 18-25 ans. Donc, si votre cible, elle est bien identifiée, ça vous permettra de savoir quel outil de communication sera plus cohérente pour elle. Et aussi, vous pouvez vous poser la question de votre point de vue à vous. Selon votre âge, vous, quand vous voulez trouver une information, en fait, votre réflexe, c'est quoi? Est-ce que vous allez taper sur Internet une recherche? Est-ce que vous allez aller directement sur Facebook? Et n'hésitez pas aussi à interroger bah, les gens de votre famille, parce que j'imagine que vous avez des enfants, des petits-enfants ou même des grands-parents. Et en fait, rien que de faire un tour de table de sa famille, ça permet déjà d'avoir des clés et de se dire, ah d'accord, je ne savais pas que toi, tu allais sur tel support, tel média numérique, ou alors ça peut aussi vous faire découvrir justement certains médias numériques, par exemple, ou papier. Je ne sais pas si c'est plus clair pour vous. Je ne sais pas si vous voulez qu'on détaille un petit peu plus par rapport à votre cible à vous.
Je me permets Donc, juste de compléter, du oui, coup, si tu veux bien, Annabelle, bien sûr. je trouve qu'il y a aussi un enjeu, par exemple, autour des réseaux sociaux. Si c'est quelque chose sur lequel vous souhaitez aller pour votre communication, c'est là, en effet, par exemple, sur l'âge où c'est quand même relativement marqué. Alors, ah, pareil, Annabelle, tu me coupes si tu trouves que je dis n'importe quoi. Mais voilà, on sait très bien que, bon, bah, j'en sais rien, la cible Instagram pour des 40 cinquantenaires, bon, bah, c'est peut-être pas le plus intéressant parce que on sait que cette génération-là, elle est plutôt sur Facebook. Et ça, faut encore plus c'est là où c'est compliqué de définir sa cible et où c'est là où c'est important. Parce qu'en fait, ça, c'est la généralité, mais il y a aussi une différence de ce qu'on appelle les catégories socio-professionnelles ou origine de la personne. Par exemple, la différence d'utilisation entre Facebook et Instagram sur, en gros, zone rurale ou zone urbaine, elle est hyper importante. On sait très Mm, bien que plutôt en zone rurale, les gens, ils sont sur Facebook, alors qu'en zone urbaine, ils vont plutôt être sur Instagram. C'est des grandes généralités, hein. On a toujours des cas particuliers qu'on connaît, et puis en fait, c'est pas comme ça, etc. Mais si on parle de juste, ce qui est un énorme guillemet parce que c'est déjà énorme, mais la communication sur les réseaux sociaux, cette question de la cible, elle est vraiment primordiale, quoi. Mais mm, je vous laisse compléter et répondre à la question d'Annabelle. c'est tout à fait ça. Oui, ok. Et puis par rapport au vocabulaire utilisé, alors? Bah, encore une fois, si vous vous adressez à une cible qui est plus 40-50 ans, vous allez peut-être mettre un peu moins de fun, un peu moins le ton copain que si vous vous adressez à des très jeunes qui, eux, utilisent beaucoup des MDR, des emojis dans tous les sens. Enfin, en fait, il faut vraiment réussir à trouver un équilibre entre tout ça parce que on est bien d'accord que votre cible, elle va être variée. Vous pouvez très bien avoir un petit jeune de 20 ans qui va venir sur votre structure comme des personnes beaucoup plus âgées. Donc, c'est essayer de trouver une moyenne dans votre cible et ensuite, à partir de là, commencer à utiliser bah, les outils qu'on vient de vous donner et voir s'il faut faire des ajustements. Mais moi, ce qui me semble vraiment primordial, c'est de ne pas démultiplier les outils. Parce que si vous êtes sur 50, là je parle surtout en numérique, hein, si vous êtes sur 50 réseaux sociaux en même temps, bah, ça va devenir ingérable parce qu'en fait, la communication, c'est important, mais vous n'avez pas que ça à faire. Vous n'êtes pas communicant à la base. C'est vraiment un bonus. C'est pour vous faire connaître et pour vous aider à faire parler de vous. Mais voilà, il ne faut pas que ça devienne ingérable. Et pareil, je me permets de compléter aussi ce que dit Annabelle sur le ton et le vocabulaire. Annabelle, elle a parlé de l'identité visuelle et de l'identité de manière générale. Faut aussi faire quelque chose qui vous ressemble et qui vous plaît à vous, au sens où c'est quand même quelque chose que vous allez garder pendant longtemps. Et si en fait les smileys, le ton un peu presque copain-copain, alors sans tomber dans l'excès inverse comme alerté Annabelle, en fait ça vous ressemble pas, ou au contraire faire un truc super sobre, bah ça vous ressemble pas. Bah, ça peut aussi être compliqué pour le client si, j'en sais rien, enfin, sur votre communication, c'est du smiley partout, des couleurs hyper vives, du vocabulaire très copain-copain, et en fait, quand ils viennent à la ferme, bah, ils retrouvent pas ça. Bah, ça peut être bizarre ce décalage. Et puis même vous, ça peut avoir un petit peu un aspect schizophrénique, quoi, de se dire, j'ai une espèce d'identité visuelle et puis de comment je parle à mes clients qui ressemble pas du tout à la manière dont j'interagis avec les gens normalement. Donc, faut aussi, au-delà de votre cible, en effet, on va s'adresser de telle ou telle manière à telle ou telle personne. J'ai presque envie de dire, ce qui est aussi très important, c'est avant tout que ça vous ressemble et quand même que ce soit quelque chose avec lequel vous êtes en accord. Sinon, c'est très difficile à défendre, entre guillemets, quoi, sur le long terme. En somme, il faut être vrai. Voilà. Oui, non, Mais mais clairement, et c'est hyper important. d'autant plus sur des profils comme les vôtres d'agriculteurs et d'agricultrices, les clients, ils viennent rechercher ça, en fait. Mm. Ils viennent rechercher justement, quand Annabelle, quand elle parlait de mon maraîcher, mon vendeur de fromage, etc., il y a vraiment cet aspect, j'ai envie d'avoir un individu en face de moi. Et voilà, faut que ça vous ressemble. Sinon, il y a
je pense que le client peut avoir un peu la sensation d'avoir été trompé avec des énormes guillemets, quoi. Donc, en effet, si on doit retenir qu'une seule chose, c'est ça, c'est d'être vrai, potentiellement en accentuant un peu plus des vrais traits de votre personnalité ou voilà, mais faut quand même il y ait un socle qui soit vous, quoi. Sinon, on s'en rendra compte très vite. Ok, merci beaucoup pour toutes ces infos. Merci à vous. Alors ensuite, il y a alors iPhone, j'imagine que ce n'est pas votre prénom, mais du coup, vous pouvez y aller, la deuxième personne qui a levé la main. Je pense que ça doit être moi, j'ai pas dû remettre à jour. Oui, c'est Bonjour. ça. Bonjour. Bonjour. J'avais plusieurs questions à poser. Je voulais déjà rebondir par rapport à l'histoire des prestataires. Déjà, je serais très intéressée par avoir la liste des personnes que je pourrais contacter, pardon. Et je voulais savoir quel budget prévoir globalement, voilà, dans le cadre d'une installation, enfin d'une reprise très exactement. Voilà, Mhm. définir un logo, un slogan, et puis une charte graphique. Après, tout ce qui est Instagram et Facebook, ça, j'en fais mon affaire, mais déjà partir avec une base solide et bien définie. Ouais, bien sûr. Alors, bon, après, d'un prestataire à l'autre, ça va évidemment varier, comme pour tous les prestataires. Si vous allez chez deux plombiers, bah, ils vont vous faire deux devis différents. Ça marche pareil en communication. Le plus important, c'est que si votre brief, c'est-à-dire quand vous allez communiquer, quand vous allez contacter la personne, si c'est bien défini dans votre tête, le budget, il sera tout de suite plus clair que si vous arrivez avec une idée très générale et pas très poussée où là, bah, vous risquez d'être déçu parce qu'en fait, ça va prendre du temps et le prestataire, il va vous dire, bah, c'était pas prévu, donc il va falloir que je refacture. Donc déjà, si votre brief, il est bien défini, là, par exemple, si vous demandez un logo et une charte graphique basique, ça peut, normalement, il faut prévoir entre 350 et 500 euros, à peu près. C'est une fourchette générale. Ça, c'est vraiment un travail de base parce que souvent, les prestataires, ils fonctionnent soit à la mission, soit à la journée. Donc, si Ouais, ça lui prend 5 jours, bah, s'il vous facture 5 jours à 350 euros, ça va vite être très cher pour vous. Donc, c'est pour ça que je disais aussi tout à l'heure, c'est hyper important de savoir si vous avez un budget à dédier à la communication parce que en général, c'est rare de pouvoir avoir une bonne prestation de communication sans partir minimum sur du 300 euros. Là, si vous êtes sur un logo et une petite charte graphique, je pense que pour 500 euros, vous pouvez trouver un prestataire. Mais enfin, voilà, ce sera le logo et la petite charte graphique et pas plus. Il n'y a pas d'à côté, en fait. Vous ne pourrez pas d'accord. demander autre chose. Plus votre brief il sera défini, mieux ce sera. Et le prestataire, ce qu'il peut faire, c'est qu'il peut aussi, dans son devis, il peut vous mettre des lignes optionnelles. C'est-à-dire que lui, il va déjà baliser tout ce dont vous pourriez avoir besoin. Et il va vous mettre des options dans son devis et après vous pourrez retirer ou valider les options avec lui. Ça vous permettra, en fait, il vaut mieux lui demander plus de choses et retirer si vous voyez que ça ne rentre pas dans votre budget, plutôt que d'arriver avec une toute petite demande et qu'en fait vous soyez déçu parce que vous auriez aimé plus ou parce que ça va coûter trop cher. Et plus vous allez lui demander de choses, plus son forfait va s'adapter. En fait, ce sera un petit peu régressif, un tout petit peu. D'accord. Ok. Voilà. Et du coup, moi, je me permets de répondre à l'autre partie de la question sur les prestataires. Moi, il y a, je pense, à trois structures comme ça. Notamment une structure qui est basée à Val d'Alière qui s'appelle Bulle Carré. Donc bulle comme une bulle de BD et carré comme la forme géométrique. Donc c'est Pauline et elle a vraiment l'habitude de travailler avec des fermes et des producteurs. Donc moi c'est pour ça que je la conseille parce que on sait aussi que euh, euh, tous les aspects enfin, de communication, etc. Faut quand même avoir des gens qui sont sensibles à ce que vous faites et qui connaissent un peu votre milieu pour justement pas avoir quelque chose dans les propositions de charte graphique ou de logo qui soit complètement, entre guillemets, à côté de la plaque. Même si le travail d'un communicant, hein, justement, c'est de s'adapter, etc. Mais donc voilà, donc voilà. Et je me permets aussi de, je sais pas où vous êtes situé, mais vous voyez, je vais vous donner des noms de structures qui sont un petit peu partout. Parce que typiquement, la communication, vous n'avez pas forcément besoin d'avoir quelqu'un qui est à côté de chez vous, quoi. Donc voilà, donc moi, la première personne que je conseillerais, c'est celle-ci, sur laquelle j'ai eu des bons retours.
Euh, le deuxième prestataire sur lequel j'ai eu des retours également, alors un petit peu moins, mais quand même, ça s'appelle Caractère, et donc Terre écrit comme la Terre, la planète. Voilà, qui est aussi une agence de communication qui a l'habitude de travailler avec des producteurs et des productrices. Et la dernière structure à laquelle je pense, ça s'appelle Alma et Margot. Alors avant, ça s'appelait Alma Food, donc Alma comme le pont de l'Alma de Lady Di, donc A-L-M-A. Et Margot, là, ça s'écrit M-A-R-G-O, pardon, un petit bug. Euh, et là, c'est un petit peu différent parce qu'ils sont notamment spécialisés. Alors, ils font plein de choses, mais ils sont notamment spécialisés dans l'étiquetage. Et alors, on en parlera spécifiquement dans un autre webinaire, mais il y a aussi un enjeu sur, bah, une fois que vous avez fait votre charte graphique, votre logo, d'avoir quand même un étiquetage qui soit en même temps joli, sympa, qui donne envie, mais qui accessoirement respecte quand même la réglementation commerciale et fait apparaître les choses qui sont nécessaires. Et voilà, moi je parle de cette structure parce que je trouve qu'ils sont vraiment bien pour faire des propositions qui justement arrivent à lier ces deux choses-là, un peu jolies, enfin voilà, pour l'aspect j'appâte le client, mais quand même qui ont une très grande connaissance de la réglementation commerciale et du coup qui peuvent vous faire des propositions bah, voilà, d'étiquetage, d'emballage de produits, etc., qui est pas mal. Donc voilà les trois prestataires auxquels je pensais. D'accord, bah, merci beaucoup pour toute cette information. Euh, J'avais oui, juste une dernière allez-y. question. Enfin, dans le cas d'une reprise, nous, on aimerait changer le nom de la structure. Du coup, je ne sais pas comment est-ce que je dois communiquer par rapport à ça, dans le sens où bah, j'aimerais garder les clients actuels et en fidéliser des nouveaux. Donc, pour pas qu'ils soient perdus, que, voilà, que la communication soit fluide aussi pour eux et qu'ils comprennent le geste finalement. Oui, très bonne question. Bah, ce qui serait bien, c'est que, enfin, c'est sans doute très clair pour vous, mais déjà, c'est de savoir comment ça a été communiqué jusque-là sur la structure pour pouvoir récupérer les mêmes outils de communication et les mettre à jour. Et aussi, quand c'est comme ça, en général, il y a toute une phase de communication qui justement dit coucou, on est les mêmes, mais on change de nom. Ça passe très bien sur Facebook. Ça peut être aussi un petit article dans le journal local. J'insiste sur le journal local, mais c'est souvent insoupçonné, mais il y a quand même beaucoup de gens qui le lisent. En général, ce qui est bien, c'est de faire. Bon, je reviens sur Facebook parce que c'est vrai que c'est quand même un outil qui est utilisé par beaucoup de gens. Vous pouvez faire carrément un post avec l'ancien logo, le nouveau logo, un petit texte pas trop long qui dit ben voilà, la structure change, on reste les mêmes, mais on change juste de nom. Voici qui nous sommes, on a tel âge, voilà comment on a envie de continuer à travailler avec la structure. Enfin, voilà. Enfin, je pense il faut se concentrer surtout sur les réseaux sociaux, s'il y en a déjà des existants avec la structure, et peut-être des petits à côté. Voilà, je disais le journal local, mais ça peut être aussi si vous, enfin, je sais pas quelle est votre structure, mais si vous faites des marchés, il faut commencer à le dire à l'oral, à droite, à gauche, enfin, et commencer à en parler autour de vous pour que ce soit plus facilement diffusé. D'accord. Je me permets pareil, désolée, de compléter aussi Non, un non, peu vas-y, vas-y, je t'en prie. de ce que dit Annabelle. Typiquement, il y a aussi, si la ferme actuelle, elle travaille avec des revendeurs, alors je ne sais pas si c'est le cas, hein, mais, et que vous, c'est quelque chose que vous souhaitez continuer, c'est aussi fortement possible. Enfin, moi, par exemple, j'ai déjà vu ça dans des biocops sur justement, des transmissions de fermes, par exemple, sur des fermes laitières qui font de la transfo. Euh, Quand c'est encore, je sais pas, je vais dire Monsieur X avec un nom de ferme, et ben en fait à côté du rayon où il y a les produits de Monsieur X, il y a une petite feuille. Attention, à partir de telle date, euh, la ferme va changer de nom. En gros, voilà, comme disait Annabelle, on prend les mêmes, mais on recommence. Et avec un petit laïus, voilà, en plus, si c'est une reprise par des jeunes, etc., en termes de storytelling, entre guillemets, enfin, ça marche très bien. Et donc, voilà, juste un petit affichage à mettre euh, un mois avant environ, voilà, chez les revendeurs. Souvent, c'est quelque chose qui est vraiment tout à fait possible. En fait, c'est aussi stratégique pour les revendeurs parce que bah, eux, ils se font aussi du chiffre s'ils vendent vos produits, hein, c'est le principe du revendeur. Donc, ils ont aussi
aussi un intérêt de toute façon à eux aussi communiquer parce que si c'est un produit qui marchait bien avant, faut aussi que ce soit un produit qui continue à bien marcher. Donc souvent ils sont vraiment très partants pour faire ces affichages-là. Et voilà, je dirais une feuille A4 à coller à côté du frigo, c'est vraiment pas compliqué quoi. Donc souvent il n'y a pas de problème pour faire ça aussi. Ok, ben, merci beaucoup pour toutes ces infos. De rien. Merci à vous. Alors ensuite j'ai Sophie, elle là, qui a levé la main. Ouais, bonjour. Bonjour. Je vais dénoter un petit peu. Je suis pas du tout sur les réseaux sociaux, c'est par choix. Mhm, Euh, je suis pas donc pas sur Facebook parce que c'est pas mes valeurs et il y a plein de trucs qui me vont pas là-dedans. À la limite, mhm. je pourrais aller sur Signal, mais je me dis qu'il y a que personne n'est sur Signal, donc ça aurait pas trop d'impact. Et et j'ai bien conscience aussi que je me ferme des possibilités de trouver des clientèles. Et je voudrais savoir ce que vous conseillez pour compenser un petit peu cette invisibilité sur les réseaux sociaux. Merci Sophie. Très bonne question et moi je le comprends tout à fait. Les réseaux sociaux, c'est vraiment une grosse machine et si c'est par choix que vous n'y êtes pas, je trouve que ça fait aussi partie de vos valeurs et de ce que vous pouvez revendiquer. Alors pas directement auprès de vos clients, mais je trouve que ça renvoie déjà une certaine image. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, dans notre société, c'est compliqué si on n'est pas sur les réseaux sociaux. On a l'impression de ne pas être vu et on a l'impression de louper toutes les actualités. Moi, je pense que c'est pas tout à fait vrai, même si, en fait, encore une fois, en fonction des cibles, et encore maintenant, même les cibles plus âgées, elles utilisent beaucoup les réseaux sociaux, mais le problème, c'est que les gens, dès qu'ils cherchent une info, ils dégainent tout de suite les réseaux sociaux. Parce que justement, ils ont été habitués à ce que les gens communiquent par ce biais. Dans votre cas, moi, je pense qu'il faut en fait accentuer davantage ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire, alors je ne connais pas votre structure, mais si c'est possible, ouvrir votre structure, faire parler de vous un petit peu à l'ancienne, c'est-à-dire mettre des affiches autour de vous, chez des commerçants, chez des partenaires, déposer par exemple des flyers dans la mairie de votre village. Si vous faites des marchés, des marchés, par exemple le marché du dimanche, etc. Ne pas hésiter en fait tout simplement à faire du bouche à oreille avec vos clients qui eux-mêmes parleront ensuite. Enfin, en fait, ce sera plutôt revenir à ce qu'on faisait avant finalement, parce qu'on peut très bien communiquer sur sa structure sans passer par les réseaux sociaux. C'est juste que selon votre cible, ça peut effectivement, comment dire, les gens vont peut-être avoir le réflexe de dégainer tout de suite Internet et les réseaux sociaux pour trouver des infos sur vous. Je ne sais pas si vous avez un site Internet, parce que auquel cas, si vous êtes contre les réseaux sociaux, ce que je comprends tout à fait, mais que vous n'êtes pas contre être sur Internet, vous pouvez aussi avoir un site web très simple où en fait vous allez vous faire votre propre réseau social, entre gros guillemets, où c'est là-dessus que vous allez mettre vos actualités, vos événements, etc. Il y a des sites web qui sont extrêmement simples, c'est juste une page et on défile et on voit les dernières actualités. Et en fait, c'est peut-être plutôt comme ça qu'il faut se définir votre propre communication et ne pas... Enfin, moi, je vous encourage pas évidemment à aller sur les réseaux si c'est quelque chose qui vous rebute. Au contraire, enfin, Mhm. ça vous ressemble ça reflète votre image. Donc, Mhm. ouais, je sais pas si ça vous aide un Ouais. petit peu tout ça, mais il y a plein d'outils autres que les réseaux sociaux qui peuvent vous aider. Mhm. Peut-être plus du tangible, du coup, de l'imprimer et puis du bouche à oreille, je Mhm. dirais. La communication dite à l'ancienne, je fais déjà un peu. Quand je reprends mes ventes, je mets des flyers dans les boîtes à lettres, etc. Mhm, mhm. Mais ouais, j'ai quand même l'impression que je touche pas assez de monde, qu'il y a plein de gens qui ne savent pas que j'existe. Et le site web, ouais, c'était prévu, sauf que c'est vraiment un truc que je sais pas faire et je pense que ça va être chronophage. Mm. Et je pensais enfin, à un blog, en fait, la distinction entre site web et blog, finalement, je sais pas trop. Mais Oui, disons qu'un blog, c'est vraiment vous qui allez très régulièrement publier des choses et des actualités sur votre structure, alors qu'un site web, c'est plus votre fiche d'identité.
On va retrouver quelques photos de votre structure, une présentation de votre structure et de vous-même. Il aura peut-être moins besoin d'être actualisé, alors que ce qu'on attend d'un blog, c'est vraiment que ce soit régulier. Mhm. Là où un site web, il va remplacer, bah oui, par exemple sur votre page Facebook, ça va remplacer ouais, votre présentation et les photos que vous allez publier. Mhm. Ouais. Après le blog, ouais, enfin, si c'est un format qui vous intéresse et qui pourrait intéresser vos clients, si vous pensez que vos clients ils seront vraiment sensibles à ce genre d'outils, ça peut être très chouette. Pareil, ça demande un petit peu de temps, mais si c'est quelque chose qui vous donne envie et que vous êtes prête à y consacrer un petit peu de temps, ça peut être sympa. Des, Pareil, je peux. des exemples, ah, pardon, Vas-y, vas-y, Sophie. des exemples comment? C'est pas fournisseur de site web, ou blog pratique et facile quand quand on n'y connaît rien, pardon. J'ai entendu Oui, parler de Jimdo, des trucs comme ça. oui, oui. Bah après, vous avez des sites, enfin, vous avez des, comment dire, des outils sur Internet où vous allez pouvoir, c'est un peu comme un abonnement de téléphone, entre guillemets, vous allez payer à l'année et grâce à ça, vous allez avoir le nom de votre site et vous allez avoir ce qu'on appelle un template, c'est-à-dire votre site, il va être déjà sur un modèle et vous n'aurez juste qu'à rentrer votre WordPress, texte, par vos exemple, images. Comment? comme WordPress. Exactement. Vous avez Mhm. du WordPress. Bon, maintenant, c'est pareil. Il y en a 1000 de plus qui existent, mais si vous faites juste une petite recherche sur Internet, site web facile, pas trop cher, vous allez trouver plein de trucs. C'est vrai que Ouais. WordPress, c'est le plus connu. Mhm. Merci. Ouais, je me permets, pareil, de compléter ce que disait Annabelle initialement. Moi, je trouve qu'il y a aussi quelque chose qu'on a tendance à oublier, mais qui a vraiment une force de frappe assez importante, ce qu'on appelle les prescripteurs, entre guillemets. En fait, quand Annabelle, elle parlait de bouche à oreille, il y a aussi, il faut vraiment pas sous-estimer le poids de, selon où vous êtes situé, bah, de déposer des flyers dans des chambres d'hôtes ou des gens qui font Airbnb. Enfin, voilà, ça peut permettre de ramener des clients. Dans les écoles aussi, c'est quelque chose qui peut être possible. Il y a des écoles qui acceptent qu'on colle une petite affiche, en gros, à côté du menu de la cantine. Enfin, voilà. Et ça a quand même vraiment du poids. C'est quelque chose qui fonctionne encore et qui est pas, voilà, hein, qui est pas du réseau social, etc. Et ensuite, autre chose, pareil, Annabelle, ça m'intéresse d'avoir ton avis, parce que tu seras peut-être pas Mhm, d'accord avec moi, mais alors, on est quand même sur Internet, on est quand même sur un gros GAFA, et on est quand même, donc peut-être que ça ira quand même pas avec ta volonté de pas être sur les réseaux sociaux, etc. Mais ce qui est important aussi, c'est bah, le référencement sur Google, et donc que voilà, si on a son petit point Maps, s'il y a des avis, bah, en fait, c'est du bouche à oreille virtuel. Alors, et ce que tu disais sur les valeurs, etc., je comprendrais que du coup, Google, ce soit pas non plus ta volonté. Ah non, pas vraiment. Mais voilà, je le dis quand même parce que ça peut quand même en intéresser d'autres. Voilà, la question du référencement, c'est important. Et ce qui me permet de tirer un autre fil du référencement, il y a aussi beaucoup de cartes de producteurs qui existent. Alors, il y en a même presque un peu trop. mm. Mais si on Ouais, je suis choisit les d'accord. bonnes, souvent celles qui sont à l'échelle départementale, etc., d'être recensées dessus, bah, ça permet que si quelqu'un il arrive dans la région, que ce soit un touriste ou quelqu'un qui vient d'arriver et qui tape producteur heure, producteur Calvados, bah on sait que c'est les cartes de producteurs des départements qui vont sortir directement. Et là, être référencé sur cette carte-là qui est portée par votre collectivité, bah, c'est quand même pareil aussi une bonne d'entrée, une bonne porte d'entrée. Et ça, bah, pour toucher des gens qui sont autour de chez vous, ça a quand même pas mal de poids. On sait que ces cartes-là, elles fonctionnent. Alors, ça dépend vraiment des départements et si elles sont vraiment bien animées. Mais du coup, moi, je vais parler de ce que je connais le plus. Et donc, en Seine-Maritime, par exemple, Montpagny 76, en Seine-Maritime, c'est une carte qui fonctionne, Mm. qui est, qui est regardée, qui est régulièrement consultée, pas que par des touristes, aussi par des gens qui sont vraiment habitants. Donc voilà, ça c'est quand je parlais de prescripteurs, c'est aussi ce genre de choses, de gens qui peuvent parler de vous, quoi. Et ces cartes-là, elles en font partie. Ouais, je viens de, enfin pour cette année, je vais me mettre sur le guide, je crois que ça s'appelle Manger bio et local de Ouais, Bio-Normandie. Mhm, mm. exactement. C'est Haute-Normandie, Basse-Normandie, enfin voilà. Ouais, il y en a un surtout Prévu sur pour, un. Ouais, il y en a un qui est Seine-Maritime Eure, c'est un seul guide. Et en effet, pour ouais. l'ex-Basse-Normandie, c'est un par département. Mais clairement, ça, c'est pareil. C'est des outils qui fonctionnent aussi très bien. Donc, faut y aller, quoi.
Merci. Merci. Ensuite, il y a Merci. Cécile Ferrand. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup pour toutes ces infos déjà. J'ai deux soucis principaux. La première, donc j'ai une petite exploitation fruitière qui est ouverte que depuis 1 an et demi maintenant. Je suis cotisante solidaire parce que j'ai un travail à temps plein en CDI à côté. Du coup, j'ai pas beaucoup de temps toute l'année pour faire vivre l'exploitation. Et en plus, les arbres sont jeunes, donc j'ai pas des grosses quantités pour l'instant. J'ai déjà fait faire un panneau à mettre sur mon portail par une entreprise qui fait ce genre de choses. Donc, j'ai déjà une carte graphique que j'ai faite sur Canva, Ok. seule, gratuitement. Donc, j'ai travaillé sur Canva pendant plusieurs jours jusqu'à avoir un truc qui me convenait et j'ai envoyé la maquette euh, à l'entreprise qui m'a fait le panneau. Et quand je leur ai demandé combien me coûteraient des étiquettes, j'ai cru m'arracher la tête parce que ça coûte archi cher. Et en même temps, j'ai pas envie de faire non plus toute seule à la maison parce qu'au niveau consommation de cartouches, c'est des prix exorbitants. Et en plus, j'aimerais, si je fais faire ça par un prestataire, avoir des encres végétales parce que quitte à être bio, autant être cohérent aussi sur l'impact, mais c'est encore plus cher. Donc, j'ai un souci à ce niveau-là, c'est que j'arrive pas à trouver un- une entreprise qui me fait des étiquettes avec des produits propres sans me couper un bras, quoi. Donc il y a ça. Et puis deuxième souci majeur, c'est que je ne n'arrive pas à savoir qui cibler. C'est-à-dire que je peux avoir plein d'options, mais j'ai des petites quantités. Donc je vais tenter les brasseurs pour les fruits rouges. Je vais tenter la boulangerie qui est près de chez moi. Pour les brasseurs, je vais être trop cher parce que c'est de la récolte à la main, donc c'est hors de prix pour eux. Pour la boulangerie d'à côté, elle a déjà ses fournisseurs, c'est compliqué. Et puis, si je fais de la transformation, il me faut des étiquettes. Je les ai pas. Mhm. Même si j'ai déjà le modèle sur ordinateur. Mais du coup, là, la transfo, ça va me demander plus de temps là-dessus. Enfin voilà, c'est un truc un peu complexe. Mais du coup, j'ai des congélateurs qui sont pleins. J'ai tout ce qu'il faut pour faire de la transfo, mais j'ai pas les étiquettes, donc je veux pas transformer avant d'avoir les étiquettes. Et du coup, voilà, je suis un peu en stand-by là. Voilà, comment je peux décoincer tout ça et pas que ça me coûte parce que ça me coûte trop cher, quoi. Mhm. Oui, c'est complexe. Chloé, est-ce Mm. que tu veux réagir en premier, vu que il y a de la com, mais pas Ouais, que? ouais, 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 Pas je veux que, Vas-y, ouais. bien y je aller. t'en prie. Euh, Alors, oui, les étiquettes, ça coûte cher. Les encres végétales, ça coûte encore plus cher. Mm. Là, moi, comme ça, j'ai pas en tête de prestataire, mais je pourrais demander à des producteurs avec qui enfin voilà, du CIVAM, savoir s'ils ont des gens en tête, eux, avec qui ils travaillent. Voilà, donc là, je peux pas vous répondre comme ça, mais je peux un peu chercher l'info et voir si je peux vous renvoyer quelque chose. Voilà, du coup, je note votre question et je, Mm. je me la note, voilà, de me renseigner un petit peu et de revenir vers vous. De toute façon, j'ai votre mail hein, si vous êtes là, donc Ok. je pourrais vous redire comme ça. Euh, et donc, du coup, pour la deuxième question, Ouais. enfin, sauf si toi, Annabelle, tu penses à quelqu'un que tu connais, mais là, moi, comme ça, j'ai pas en tête. Par rapport aux encres végétales? Ouais. En fait, malheureusement, comme disait Chloé, de base, c'est beaucoup plus cher parce que c'est mieux. Donc, c'est pas encore assez développé parce que, il n'y a pas assez de gens qui s'y intéressent. Donc, c'est pour ça que c'est cher. Moi, en fait, ce que j'aurais envie de vous conseiller, c'est que d'après ce que vous avez expliqué, c'est quand même le gros point bloquant pour que vous puissiez commencer à développer plus sereinement votre activité. Donc, D'accord. j'ai envie de vous conseiller de faire l'impasse sur les encres végétales pour des premières étiquettes, sauf si ça vous hérisse le poil et que vraiment c'est impossible pour vous. Mais en fait, si c'est vraiment ça le point bloquant, j'ai envie de dire, enfin, vos valeurs, elles sont là. Et si vos premières étiquettes, bah, c'est pas tout à fait en accord avec ça, bah, malheureusement, si c'est le plus gros point bloquant, il faut que vous puissiez avancer. Donc ça, c'est un premier point que je vous conseillerais. Et ensuite, pour le fait de trouver votre clientèle, euh, je ne sais pas à quel point vous avez ciblé. Je ne sais pas si vous pouvez ou si vous voulez élargir dans votre démarchage.
Et je pense que vous pourriez peut-être solliciter, je sais pas, votre mairie ou encore une fois faire appel à des outils un petit peu à l'ancienne, c'est-à-dire, je sais pas, passer une petite annonce dans un journal, mettre une annonce sur le Bon Coin, enfin, en fait, sortir un petit peu des canaux habituels et puis voir si vous pouvez vous faire parler de vous un petit peu différemment. Encore une fois, je vous donne des conseils comme ça, mais je ne sais pas du tout ce que vous avez en tête. Mais si le point bloquant, c'est les étiquettes, moi j'ai envie de vous dire, tant pis, vous ferez mieux la prochaine fois, en fait. Ok. C'est Et pas satisfaisant comme réponse, mais Bah, si si c'est ça me vraiment le donne point bloquant, quelques... il faut que vous puissiez avancer, en fait. Ouais, j'ai pas d'annonce sur le Bon Coin, ça peut être une idée. Les mairies, les communes sont tellement petites que faudrait que je vise la plus D'accord, grosse du coin. d'accord. J'ai pas de flyer non plus, bah toujours pour cette histoire d'encre entre Mm, autres, mais viser les boulangeries, ça peut être une idée. Et puis je vais noter mon panier 76 et manger bio et local. Je vais faire une fiche sur panier local, je crois. Je crois que c'est ça l'application, mais ça, il y a personne, on est trois. Local panier, Ah, pardon. On est trois d'accord. en Seine-Maritime, donc autant dire que ça rapporte absolument personne. Ouais, d'accord. Ça marche dans d'autres régions, mais chez nous, pour l'instant, il y a pas grand monde. mm. Et voilà, je vais déjà essayer de cibler ça et puis voir pour les étiquettes Vous êtes situé où? à côté de Bolbec. Ok. Parce que donc, j'ai l'impression, moi, de ce que j'entends, pour l'instant, vous avez plutôt essayé avec ce qu'on appelle des revendeurs ou en tout cas pas du client direct. Ou des Euh, transformateurs. ouais, enfin voilà, Mm. transformateur, revendeur, etc. Si c'est quelque chose enfin voilà, c'est plutôt votre cible, il y a un groupement de producteurs qui s'appelle le Box Fermier Normand, qui est situé aux mines de Rouen et qui du coup est plutôt orienté justement pour travailler avec des restaurateurs. Et donc je pensais à ça, vu le type de votre Mhm. produit, ça peut aussi être une cible. Le box fermier Normand, ouais. normand. Et c'est une Ok, association de producteurs et c'est donc plusieurs producteurs qui se réunissent pour livrer, pour avoir une offre vraiment complète et diversifiée, notamment auprès de restaurateurs. Et donc c'est pour ça que je vous en parle parce que c'est quelque chose ok. qui peut aussi vous aider. Et puis, bah, c'est vrai pour le coup, on s'adresse pas exactement pareil à des transformateurs qu'à des clients directs. Nous, on a pas mal parlé là de plutôt du client Mm, direct avec mm. ce dont on a parlé avec Annabelle. Mais en effet, sur du transformateur, avoir vraiment un catalogue de produits, entre guillemets, alors pas vraiment sous forme papier, forcément qui ressemble à un catalogue, mais en tout cas d'avoir vraiment quelque chose avec mes produits, les coûts, etc. Et avec un petit laïus au début qui explique un petit peu votre histoire, vos modes de production, etc. Ça, c'est vraiment quelque chose, voilà, le catalogue de produits, c'est un peu la porte d'entrée facile pour du transformateur, etc. Et typiquement sur des restaurateurs, si c'est une cible qui peut vous intéresser, eux, ils fonctionnent vraiment sur du... je vais reprendre l'expression de à l'ancienne d'Annabelle quand elle parlait de la com tout à l'heure. Les restaurateurs, c'est vraiment encore très traditionnel et de en fait Mm, y aller avec votre produit, les faire goûter. Enfin, en fait, ça mm. fonctionne vraiment beaucoup comme ça. Et là, on est sur du démarchage bah, assez chronophage et compliqué. Mais voilà, on est sur j'arrive avec un petit panel de produits que je peux proposer et puis je vais les faire goûter. Alors, passer un coup de fil avant, histoire d'être sûr qu'ils soient là. Mais voilà, C'est ce que j'allais dire. ils ont l'habitude, les grossistes qui livrent les restaurateurs, ils fonctionnent comme ça, hein. Donc voilà, D'accord. ils ont cette habitude-là. Et je réfléchis en termes de communication aussi sur les transformateurs. Ouais, donc voilà, le catalogue de produits. Oui, et puis pareil, ne pas hésiter aussi à contacter la Chambre des commerces et de l'artisanat. Parce qu'en fait, ça peut aussi, eux, ils peuvent être contactés par des artisans et des transformateurs, etc. Pour justement ce qu'on appelle du sourcing. Donc, bah, voilà, j'aimerais bien chercher tel ou tel produit. Est-ce que vous avez des idées? Bah, se faire connaître se faire connaître, pardon, auprès de cet organisme-là. Si c'est une cible qui vous intéresse, c'est aussi, je pense, intéressant. Ok. Voilà, un peu en vrac, comme ça, à chaud, mais, Ok. mais voilà. Merci beaucoup. Je vais regarder tout ça. Merci à vous. Est-ce qu'il y a encore peut-être une ou deux questions? Je vois qu'il est 14h55.
on a géré notre timing vachement bien. Je sais pas, je vois pas de main qui se lève, donc je suppose que non, mais sinon n'hésitez pas à me couper la parole si je vous frustre en coupant trop tôt. Euh, J'en profite du coup pour remercier vraiment Annabelle pour le contenu qu'elle a pu nous apporter. Vous Avec remercier toutes plaisir. et tous d'avoir été avec nous. On vous envoie le support qu'Annabelle a projeté par mail. Le replay, il sera disponible sur notre chaîne YouTube. Donc voilà, pareil, si vous pensez à des gens que ça peut intéresser, que vous avez croisé en formation, en stage 21 heures, peu importe, voilà, n'hésitez pas à leur en parler. Et puis, et ben moi, j'en profite pour faire notre propre pub, vu que c'est le sujet vu que c'est le sujet du webinaire. On a trois autres webinaires, nous, qu'on organise. Un sur la réglementation commerciale et sanitaire, qui aura lieu le 23 juin, donc qui était normalement prévu en mai, il est décalé au 23 juin. Un autour de l'étude de marché qui aura lieu le 1er juillet et le dernier autour de l'étiquetage des produits. Donc justement un peu répondre à cette question, ce dilemme un petit peu compliqué de j'ai une réglementation, je suis obligée d'afficher des choses, mais en même temps j'aimerais mais quand même bien que mon produit il soit sympa et visuel et beau et qui donne envie. Donc voilà, 23 juin, 1er juillet, 29 septembre. Et j'en profite aussi pour vous dire que ces webinaires, ils sont vraiment pensés comme étant des introductions. C'est pas en une heure et demie qu'on... Voilà, c'est pas une formation. J'ai fait un lapsus au début du webinaire. Voilà, c'est quand même autre chose qu'une formation de une journée, voire 2 jours. Nous, pour vous donner une idée, la formation communication, normalement, c'est une journée entière. Voilà, qui est vraiment co-animée Annabelle et moi. Euh, donc voilà. Et d'ailleurs, si vous êtes un petit peu frustré et que vous restez sur votre faim, on a une formation communication qui a lieu. Je n'ai plus la date en tête. Annabelle, est-ce que tu l'as? Oui, le 12 juin. Voilà, on va bientôt envoyer la communication justement pour potentiellement vous inscrire. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, la formation, là, elle est vraiment pensée de l'apport de contenu, etc., un petit peu comme aujourd'hui, mais surtout pratico-pratique. Avec vous venez avec vos PC, vos outils, et puis on travaille ensemble sur la production. Donc voilà, une journée le 12 juin. Donc voilà. Euh, Merci à tout le monde. Merci Annabelle encore. Et, Merci Chloé. et à bientôt. Bonne journée à tous. Merci, bonne journée.